Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur en poste, au revoir. Monsieur Michel Maurica, Mesdames, Messieurs. Bon, j'ai le triste privilège de terminer ces exposés. Il y aura quelques redondances, mais elles sont vraiment à la marge. Et je vais essayer surtout de présenter une dynamique, une analyse dynamique actuelle sur la diplomatie française et les rapports avec l'Amérique latine et bien sûr le Venezuela. Alors, traiter des relations franco-vénézuéliennes de 1811 à nos jours en quelques minutes impose un parti pris. Je n'ai pas ici exposé l'histoire des relations diplomatique de nos deux pays, ni même entre nos deux peuples et nations, mais tenté par quelques touches impressionnistes de dresser le tableau des relations entre deux civilisations, la France et l'Amérique latine, en faisant focus bien sûr sur Caracas. Tenter de montrer la richesse de cette relation au moins jusqu'en 1945, rappeler les tentatives françaises de renouer ce dialogue, De Gaulle, Mitterrand, Chirac, relever les fondements actuels de la diplomatie française et nous interroger sur les conditions d'un renouveau et pourquoi pas d'un nouveau dialogue amoureux entre Paris et Caracas, puisqu'il y eut, les Français l'ont oublié, une intense relation entre nos deux pays. Vous n'êtes pas obligé de prendre la vitesse, nous sommes là pour vous écouter. Merci. Paris está libre. Paris est libéré. Je traduis pour Maurice Lemoine. Le 23 août 1944, dans toute l'Amérique latine, donc la nouvelle de la libération de Paris fut un jour de liesse. Partout, les foules s'assemblent devant les ambassades, des pleurs de joie, des Marseillaises improvisées et des scènes enthousiastes. Au Brésil, on décrète 3 jours fériés. À Montevideo, en Uruguay, la foule porte en triomphe Emmanuel Lancial, le représentant du général de Gaulle. Quel contraste avec juin 1940. En Amérique latine, la chute de Paris, l'annonce de l'armistice en juin 40 sont ressentis comme un deuil national. À Montevideo, les étudiants défilent en chantant la Marseillaise, on pleure. Dans ce monde effondré, au milieu de la défaite, tout naturellement, l'appel du 18 juin résonne comme un appel à la mobilisation. Je vis mon père pleurer en silence, écrit le fils de Georges Bernanos, réfugié au Brésil. Sitôt, la France debout résonne dans toute l'Amérique du Sud. Jacques Soustel, attaché militaire à Mexico, écrit à Londres avant de les rejoindre. Partout naissent des comités de la France libre, ou comités de Gaulle, ou des comités France quand même. Les premiers à Rio de Janeiro, à Sao Paulo, à Montevideo, puis très vite, 40 en Argentine, 42 au Chili, 35 en Colombie. La liste est publiée au JO de la France combattante. À Caracas, un certain Raymond Vice préside le comité. Ils en sont des écrivains français, notamment Georges Bernanos, Roger Caillois, Jules Supervielle, des écrivains sud-américains, Miguel Osorio de Almeida, Francisco Walker Linares, Alfonso Reyes, Borges, Asturias, Neruda et bien sûr Victoria Ocampo. Des revues, Chantecler et Francia à Caracas, des manifestations diverses comme le Noël des volontaires français qui recueillent des fonds pour la France combattante. Car certains vont rejoindre le combat, notamment Pierre Clostermann et le futur général Valin. 400 comités de Gaulle dans le monde entier, vous l'avez dit, 300 pour la seule Amérique latine, parfois sans le concours d'aucun Français. Nous n'oublions pas la résistance guyanaise, les enfants de Guyane, Félix Éboué ou Gaston Monnerville, héros de la France libre. Alors pourquoi cet engouement général de l'Amérique latine pour la France? Il nous faut, si vous le voulez bien, revenir un peu en arrière aux prémices de notre histoire commune, la découverte des Amériques. Alors nous semblons nous éloigner du sujet, mais en fait c'est pour mieux y revenir. Christophe Colomb débarque au Venezuela au cours de son 3e voyage en 1498, soit peu après le traité de Tordesillas, 1494, partageant le Nouveau Monde entre Espagnols et Portugais, vous l'avez rappelé. Aussitôt, Anglais et Français vont se lancer dans la course. Dès 1497 pour Henri VII, roi d'Angleterre, il faut attendre 1523 pour que François Ier finance d'abord les expéditions du Florentin Giovanni, puis 1534 les expéditions de Jacques Cartier qui découvre le Saint-Laurent et remonte jusqu'au futur site de Montréal. Vincent Payon découvre la Guyane, Pinson, pardon, découvre la Guyane. Nicolas Guimestre y débarque des Français en 1539, devenu en 1604 la France équinoxiale. En 1635, Charles Liénard de l'Olive et Jean Duplessis d'Aussonville prennent possession de la Guadeloupe au nom de la Compagnie des îles d'Amérique créée par Richelieu. Comme la même année, Pierre de Belin d'Esnambuc prend possession de la Martinique. Boucaniers, flibustiers, corsaires et pirates français sont nombreux, notamment Jean-David No l'Olonnais ou Misson le Provençal. Des décennies, des siècles durant, donc un riche dialogue va se nouer entre la France et les terres nouvelles des Indes occidentales, appellation en vigueur jusqu'au XVIIIe siècle. Alors on rêve. Écrivains, ethnologues, découvreurs et militaires partent à l'aventure dans les forêts de l'Orénoque, déjà le Venezuela, sur les traces des tribus de femmes guerrières. Charles-Marie de la Condamine, Aimé Bonpland ou encore un peu plus tard, le marquis de Vaudreuil, décrivant les peuplades entre Puerto Cabello et Caracas en 1778.
L'Europe reste le centre du monde et la pensée française y triomphe, sa diplomatie comme sa politique. L'humanisme français d'abord, puis la pensée des Lumières. Au XVIIIe siècle, les élites du monde entier parlent le français, langue de la diplomatie. Les élites sud-américaines sont francophiles. L'Europe a une autre spécificité, on y fait souvent la guerre. Et la guerre de 7 ans, 1756-1763, va avoir des conséquences mondiales incalculables. La France, l'Autriche et leurs alliés russes, Russie, Saxe, Suède et Espagne, affrontent l'Angleterre, la Prusse et le Hanovre. Et malgré le génie du duc de Choiseul, le traité de Paris confirme la défaite de la France qui cède l'Acadie, le Canada, le golfe de Saint-Laurent, plusieurs îles des Antilles, le Sénégal et presque toutes les possessions de l'Inde. La Louisiane est abandonnée aux Espagnols, une gifle pour la France. Plusieurs économies européennes sont ruinées. Et quand les insurgents, tout naturellement, les insurgents, les Bostoniens s'agitent outre-Atlantique en 1773 contre la couronne britannique, les Français vont éprouver une très juste sympathie qui va se muer en soutien direct. Déjà, le secret du roi, les services secrets français, ont des hommes sur place, avant Beaumarchais, le chevalier Julien Achard de Bonvouloir et Loyauté, homme de Vergennes, ministre des Affaires étrangères, ou Francis Desmonts. Des volontaires français, Charles Tronçon du Coudray, Thomas-Antoine de Mauduit du Plessis, Pierre-Charles L'Enfant et bien sûr Gilbert Motier de Lafayette. Et des grands militaires, le général Rochambeau, stratège, et l'amiral de Grasse, arrivé de Trinidad et Tobago avec 28 vaisseaux français pour attaquer Yorktown. Et les officiers brillants de la Royale, la Touche-Tréville, la Pérouse, la Motte-Piquet ou encore le comte d'Estaing, le chevalier de Ternay, François-Marie d'Aboville, sans parler, bien sûr, de l'amiral Suffren, l'amiral Satan pour les Anglais. Le soutien des Français aux insurgents américains sera crucial. La dernière bataille décisive, Yorktown, le 19 octobre 1781, verra se mobiliser 19 000 hommes du côté américain, parmi lesquels 12 000 Français, plus de la moitié. 1783, traité de Paris, la Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance des États-Unis d'Amérique. La même année, 1783, une flotte française commandée par le marquis de Vaudreuil fait relâche dans le port vénézuélien de Puerto Cabello, avec plusieurs régiments de l'armée de Rochambeau ayant combattu justement à Yorktown, accueillis chaleureusement. Le soldat Philippe de Ségur écrit dans ses mémoires qu'un médecin de Victoria lui montra, dans une poutre cachée, les œuvres de Jean-Jacques Rousseau et de l'abbé Raynal. Les idées de liberté et d'émancipation des peuples incarnées par la pensée française s'infiltraient en effet partout. 14 juillet 1789, prise de la Bastille, le monde entier a les yeux fixés sur Paris. Francisco de Miranda, après un séjour en Europe, s'engage dans les armées françaises, participe à la bataille de Valmy en 1792, gagne ses galons de général de l'armée française de la liberté, puis retourne à Caracas en 1810, héros français, héros vénézuélien, au nom gravé sous l'Arc de Triomphe à Paris, vous l'avez rappelé. À Caracas, il fonde la Société patriotique, club jacobin animé par des Français, notamment l'imprimeur Bayo, qui imprima la première constitution du Venezuela et l'acte d'indépendance, mais aussi Ducaïla, commandant de la division patriote français auprès de Miranda pour défendre Caracas contre les Espagnols. Presque tous les chefs militaires auprès de Miranda étaient des Français, la plupart vétérans de Marengo et d'Austerlitz ou anciens de l'armée de Murat. Et quand Miranda tomba prisonnier des Espagnols, c'est Leleu qui sauva ses archives. Et c'est encore le Corse Morino qui, en 1816, sauva la vie de Bolivar, abandonné sur une île déserte, assiégée par l'ennemi, proche du suicide. Bolivar, d'origine basque, était fervent lecteur de Rousseau et des encyclopédistes. Durant toutes ces années de combat, les Français étaient nombreux autour de Bolivar. L'officier Charles-Éloi de Marquet, ou Péroule de la Croix, qui rédigea le journal de Bucaramanga, vie intime de Bolivar. Ce furent aussi les batailles navales de l'indépendance du Venezuela, avec les Français Louis Horry et René Belluche, dont les cendres reposent au Panthéon national de Caracas. Ce sont encore des Français, Chasserio et Pavageau, qui aidèrent Bolivar en exil à la Jamaïque, et un docteur français, Prosper Révérend, qui accompagna Bolivar dans son dernier souffle. Durant tout le XIXe siècle, comme le début du XXe, ce lien privilégié entre nos deux nations va subsister avec quelques atermoiements. L'histoire retiendra de fervents francophiles, comme le président Antonio Guzmán Blanco, 18e président du Venezuela mort à Paris, mais aussi des incidents. Rupture des relations diplomatiques entre Paris et Caracas à plusieurs reprises, 1881-85, 1906-1913, liées à des contentieux financiers.
Savants, aventuriers partent en expédition au Venezuela pour étudier la faune, la flore, les papillons, les orchidées rares, mais aussi les tribus indiennes. Ce fut le cas notamment d'Eugène Thirion Montauban et son fameux récit Voyage sur l'Orénoque d'Angostura à Rio Negro. Et encore de nos jours, ces dernières décennies, nos contemporains ou savants ou autodidactes, les Jean-Marc Sirieux, Henri Corodini, Jacques Lizaud ou Marie-Claude Mattei-Muller, et qui n'a pas lu le roman de Jules Verne publié en 1898, Le superbe Orénoque. Au cours du XIXe siècle, plusieurs milliers de Français vont s'installer d'ailleurs au Venezuela, en provenance notamment de Corse et du Sud-Ouest. Puis vint le suicide de l'Europe, 14-18. Et si les élites latino-américaines sont presque toutes favorables aux Alliés, et plus précisément à la France, ces mêmes élites constatent une sauvagerie de gigantesques proportions. Le vieux monde est en train de perdre son statut, avant le basculement magistral en 1945. Pourtant, au cours des années 20 et 30, l'action diplomatique de la France ne va pas faiblir. En 1920, le ministère des Affaires étrangères va créer le service des œuvres françaises à l'étranger, avec des actions très concrètes, notamment en Amérique latine. Les actions des missions universitaires y sont remarquables. Au sein de la SDN, la France propose en 1924 la création de l'Institut international de coopération intellectuelle. Il est inauguré à Paris en 1926, installé au sein du Palais Royal, et la France subvient à la totalité des dépenses. La quasi-totalité des pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, participent aux travaux. Tout naturellement, en 1945, les latino-américains appuient la France lors de la création de l'UNESCO, dont Paris va accueillir le siège. Souci constant des intérêts français comme de la nécessité de maintenir et faire prospérer les liens établis entre la France et les pays d'Amérique latine, le général de Gaulle agit dès 1944 en prévision de la déferlante des intérêts états-uniens. Par un décret du 22 novembre 1944 du gouvernement provisoire de la République française, installé à Alger, il désigne le professeur Pasteur Valéry Rado à la tête d'une mission extraordinaire française en Amérique latine, chargée d'apporter le salut de la nation française libérée. En un mot, de transformer l'immense élan de l'Amérique latine pour la France libre en un élan politique partagé. La mission fut un plein succès. Mais à partir de 1945, on peut dire que plus rien ne sera comme avant. À compter de 1945, les relations entre Paris et Caracas connaîtront deux phases. La première phase est symbolisée par la tentative de Paris de renouer des relations fortes au plus haut niveau avec le général de Gaulle, puis François Mitterrand et Jacques Chirac. La deuxième phase est caractérisée par ce que je qualifierais d'effondrement de la diplomatie française, consécutive à l'alignement total de notre diplomatie sur l'OTAN. Alors, première phase, renouer le dialogue, c'est bien sûr le retour du général de Gaulle en 1958. Rapidement, c'est l'affrontement renouvelé avec les anglo-saxons et plusieurs actes politiques forts, vous en avez parlé les uns ou les autres, reconnaissance de la République de Chine en 1964, annonce de la sortie de l'OTAN en 1966, voyage de 10 jours à une URSS 66, discours de Lampen 66 et en 1967, vive le Québec libre. Le contexte états-unien est vrai étendu. 4 mois après l'assassinat de Kennedy, 17 mois après la crise des fusées, 3 mois après que l'armée US a tiré sur les étudiants à Panama. Il faut dire que dès 1962, le général de Gaulle avait pris soin de désigner des ambassadeurs de choc en Amérique latine, souvent des anciens de la France libre. Raymond Offroy, puis Xavier Dauphren de la chevalerie au Mexique. Christian Obono, puis Gérard Raoul Duval au Chili. Dominique Ponchardier en Bolivie. Gabriel Bono, puis Roger Barbero en Uruguay. Jules Koenigswarter au Pérou, Jacques Bayen au Brésil. En septembre 1964, il précise à Michel Debré « Je vais à l'Amérique latine sans programme diplomatique bien précis, mais en quelque sorte instinctivement. Peut-être est-ce important, peut-être est-ce le moment. » Il est vrai que lors de sa conférence de presse du 31 janvier 1964, il avait précisé que la coopération était la grande ambition de la France. L'entreprise dépasse le cadre africain, avait-il précisé, et constitue en vérité une politique mondiale. C'est dans ce contexte que le général de Gaulle a donc effectué, vous l'avez rappelé, 2 voyages importants en Amérique latine. Le premier au Mexique en février 1964, le deuxième du 20 septembre au 16 octobre 1964, visitant 11 pays. Défense de la latinité, d'un possible bloc latin, concept concurrencé par le tropicalisme, incarnation d'une possible troisième voie, la tercera position, idée d'indépendance et de coopération, la mano en la mano, formule de Mexico, comme coopération hors de toute ingérence sur la base de l'égalité. De Caracas à Rio de Janeiro, ce sont les mêmes mots. Nous et vous avons toujours voulu
pour nous-mêmes et pour les autres, cet état de libre arbitre, de dignité, de responsabilité qui s'appelle l'indépendance, discours à l'Université de Chili. À Caracas, premier pays d'entrée en Amérique latine, comme Christophe Colomb, il enchaîne les discours à l'aéroport puis au Parlement. Pour l'occasion, les parlementaires vénézuéliens ont érigé un buste à la tribune, c'est le buste de Clemenceau. Il fait alors référence au Grito de Dolores, puis au général Miranda, puis à Bolivar. Il rappelle le souvenir des Français engagés pour l'indépendance du Venezuela, comme ceux des Vénézuéliens engagés en 14-18 auprès des Français, notamment le colonel Sanchez Carrero, tué dans l'Argonne en 1917. La tournée du général de Gaulle est triomphale. Il apparaît comme le héros de la grandeur, de la liberté du peuple français, un mélange de Napoléon et de Jeanne d'Arc, dira López Mateo, le président du Nicaragua. Mexico. Merci de votre correction. Puis vers François Mitterrand et Jacques Chirac. Si François Mitterrand s'intéresse tardivement à l'Amérique latine, au début des années 70, alors qu'il a effectué 5 voyages aux États-Unis, il va forger une analyse favorable au dialogue Nord-Sud préparatoire au discours de Cancun. Voyage au Chili en 71, rencontre avec Salvador Allende puis Fidel Castro, voyage à Cuba en 74, puis tournée latino-américaine en 77, Mexique, Costa Rica et Venezuela, avec des positions nettes en soutien des partis progressistes. Élu à la présidence de la République, il se rend au Mexique dès 82 pour le sommet de Cancun. En 85, il visite le Brésil puis la Colombie. En 89, il se rend au Venezuela, en Équateur et à nouveau en Colombie. Ces prises de position sont marquées par la nécessité de développer les échanges entre pays industrialisés et pays en voie de développement, de contribuer à la maîtrise des crises liées à la gestion de la dette. À Mexico, il salue les opprimés, les paysans sans terre et les résistants sans armes. Il défend les mouvements de gauche latino-américains comme les sandinistes au Nicaragua ou les révolutionnaires au Salvador et lance un appel à la communauté internationale pour engager un processus de paix au Salvador. Pleinement conscient du rôle éminent de l'Amérique latine, François Mitterrand aura tenté de porter une action française au service de la coopération et de la maîtrise de la dette. Jacques Chirac semble continuer la voie tracée par François Mitterrand en développant les liens avec le Mercosur. Il effectue plusieurs voyages nombreux. En 1997, il visite le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. En 1998, il visite le Mexique, puis le Guatemala, le Honduras, le Salvador et le Nicaragua. En 1999, il participe au sommet de Rio. En 2004, il participe au sommet de Guadalajara, au Mexique, puis se rend au Guatemala pour visiter son ami Rigoberta Menchú. En 2006, il effectue un nouveau voyage au Brésil puis au Chili, premier voyage d'un président français depuis Charles de Gaulle. Jacques Chirac n'a pas visité le Venezuela, mais nous pourrions dire, en forme de boutade, que c'est le Venezuela qui a visité Jacques Chirac. À plusieurs reprises, le président Hugo Chavez a reçu le soutien de la France dans le but avoué de contrecarrer toute tentative américaine d'isoler le Venezuela, et le Premier ministre français Dominique de Villepin s'est félicité de la vision commune qui unissait le Venezuela et la France, saluant notamment la naissance de Petro-Caribe, un instrument majeur de la diplomatie du pétrole de Hugo Chavez. Pays riche en pétrole, le Venezuela connaît pourtant de sérieuses difficultés. Entre 1973 et 1984, le Venezuela a reçu rien qu'au titre de l'exploitation du pétrole, plus de 200 milliards de dollars, soit l'équivalent de 20 plans Marshall, écrit Uslar Pietri. Hugo Chavez répond sans embâche à la question d'Ignacio Ramonet. Il a suffi d'un seul plan Marshall pour l'Europe. Ici, c'est la corruption qui a explosé. Bizarrement, en 1963, le Venezuela fournissait 6,2% des approvisionnements français en pétrole. En 1969, c'était à peine 2,8%. 30 ans après, en 1995, un rapport d'information du Sénat précise que la balance commerciale de la France avec le Venezuela est fortement excédentaire, de l'ordre du milliard de francs en 1994. En 2022, si les échanges bilatéraux dépassent les 100 millions d'euros pour la première fois depuis 2017, et si la balance commerciale est aujourd'hui déficitaire pour la France, peut-on se satisfaire de ce niveau d'échange qui doit nécessairement être accru? Alors justement, c'est la deuxième phase et la deuxième période, l'effondrement de la diplomatie française. Aujourd'hui, nous pouvons constater que nos relations ne sont pas à la hauteur des enjeux internationaux que doivent relever nos deux pays. Après la traversée du désert Pompidou-Valéry Giscard d'Estaing, la France connaît aujourd'hui, il est vrai, une situation d'effondrement diplomatique général. Il est daté.
La présidence de Nicolas Sarkozy et le retour dans le commandement intégré de l'OTAN a entraîné une profonde dénaturation de l'identité politique et diplomatique de la France. C'est le discours de Dakar, insultant pour les Africains. C'est l'intervention en Libye, l'assassinat honteux du colonel Kadhafi, avec toutes ses conséquences sur la zone du Sahélistan. C'est la diplomatie de François Hollande, que d'aucuns auraient pu croire acceptable, pas nous, qui se révèle honteuse après cet aveu sidérant. Les négociations des accords de Minsk au format Normandie, menées avec la Russie, ont tout pour seule ambition de gagner du temps, permettre à Kiev de s'armer. Ce parjure avoué est certes insultant pour la Russie, il est insultant pour le peuple français et finit de décrédibiliser la voix de la France sur la scène mondiale. Enfin, pour terminer, le meilleur, la présidence d'Emmanuel Macron, aujourd'hui caractérisée par une politique de non-sens diplomatique, sauf à comprendre le dessein secret de cette politique. Détruire 5 siècles de diplomatie française, décrédibiliser définitivement la voix de la France. Ainsi, avons-nous vu les représentants français s'ingérer dans les affaires politiques d'un pays souverain et ami, le Venezuela, tenter de donner une consistance diplomatique à un homme autoproclamé président du Venezuela contre un élu du peuple, prendre part à des sanctions dictées par les seuls intérêts états-uniens, effacer toute notre histoire diplomatique en adoptant constamment les positions diplomatiques dictées par Bruxelles. L'échec diplomatique mondial de la France en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, sans parler des erreurs sur l'Ukraine ou sur l'Israël, ne vaut pas excuse pour cette politique infamante envers le Venezuela. Mais n'y a-t-il pas là une certaine cohérence, celle qui, enfin, devrait alerter les Français amoureux de la France? Constatons à ce stade que le monde entier s'alarme déjà. En conclusion, alors que faire? Que faire, ce sera le mot de la conclusion. Quelles seraient les conditions d'une renaissance diplomatique française et comment rebâtir une véritable relation d'avenir entre Paris et Caracas? Président de la République à plusieurs reprises entre 1974 et 1993, le président Carlos Andrés Pérez, recevant un groupe de journalistes français, déclara « La France n'a jamais su profiter du grand amour que les Vénézuéliens lui avaient démontré tout au cours de l'histoire. » Et un journal français titra le lendemain « Le Venezuela, un amour pour rien ». En ces temps d'agitation mondiale et de bascule stratégique, il nous faut bien sûr tenter de relever le défi. Et pourquoi ne pas le dire, la France a beaucoup à apprendre du Venezuela. La force de son peuple, sa haute conscience politique, mais aussi l'exemplarité de son modèle politique, certes imparfait, mais qui a su se doter en 1999 d'une constitution parmi les plus démocratiques au monde. À l'aune de cette considération, on peut constater que la Constitution française de la Ve République, d'ailleurs fortement dénaturée depuis 1962, a beaucoup vieilli. Quelles seraient alors les conditions d'un nouveau dialogue amoureux entre Paris et Caracas? Il s'agirait, quel programme ambitieux, de retrouver d'abord le goût de travailler au bien des hommes, à l'équilibre entre les nations et en définitive à la paix, car le dévouement à la liberté et le respect des autres peuples sont les caractéristiques communes de nos deux peuples. Je reprends là les mots du général de Gaulle adressés au président vénézuélien, M. Léoni. À cette ambition, il faudrait ajouter une vertu, laquelle? Et c'est sur ces mots que je veux terminer, bien sûr, avec Hugo Chavez. Enfant, Hugo Chavez découvrit, acheté par son père devenu instituteur, le dictionnaire encyclopédique qui est, du nom de ce Français autodidacte et imprimeur du début du XXe siècle. Cette lecture me transforma, dit Hugo Chavez. Elle était éloge de la discipline, mais surtout, elle était éducation de la volonté. Puisque nous avons maintenant trouvé les bases d'une grande politique conjointe ambitieuse, nous pouvons formuler le vœu que la France et le Venezuela retrouvent enfin la force d'une volonté. Je vous remercie.